Du coup, voilà, donc encore un échange cet après-midi avec le documentaire du storytelling à l'éveil des consciences. Donc on va entendre Olivier Paulet, Briard Marche, Dean Gibson, Lucille Guichet-Tirao et à la modération, René Boutin, à qui je laisse la parole pour commencer cet échange. Bonjour, Yorana pour ceux qui parlent le tahitien. Alors, on est là aujourd'hui pour storytelling, hein, le storytelling, l'éveil des consciences. Elle me fait rire. Et en tout cas, je vais vous demander de vous présenter tout doucement. Mais d'abord, avant de commencer, attendez, j'ai repris un peu de terrain. Avant de commencer, je voudrais remercier les interprètes qui font un travail formidable depuis le début. Et donc, je voudrais remercier Olivier. Christine, je vois Olivier, Christine et Mahama qui se cachent derrière. On va les applaudir bien fort parce qu'ils font vraiment un travail exceptionnel. Donc, je vais vous demander de vous présenter un par un, puisque le public ne vous connaît pas tous, et parler un petit peu de votre parcours, mais en quelques mots. On va commencer par Brian. Yorana, Maloalele and bonjour. My name is Brian March and I've come from Aotearoa, New Zealand. I'm just going to turn that down. And anyway, I'm here with a film called Dame Valerie Adams' More Than Gold. And then another film called Te Whenua e Norfolk, There Once Was an Island. You want me to just say a little bit about you said how, okay. Yeah, so I've been making films for maybe 20 years. The main motivation for me is the way that documentaries have the power to stir social change in our society, and that's really what makes me so excited about my work. Thanks. Hello. My name is Dean Gibson and I'm from Australia, and I'm here representing my film Incarceration Nation. My family are from Northern Australia in a place called Hopevale, and it's the Guuga Yimithirr people. It's a pleasure to be here and thank you for the invite to come out to Tahiti. I've been making films for 20 years as well, and I've done a bunch of different things, mostly directing, but all through sport and kids television, some drama. But I kind of landed on documentary because I enjoy that. I'm quite a curious person. I like to get in there. I was just telling some people earlier in another interview that I love the art of the interview. I love sitting down with people and learning more a bit about them and hearing their stories. So that's probably the motivation for me to get involved in documentary, and it's a pleasure to be here. Bonjour à tous, je m'appelle Lucille Guichet, mon métier c'est journaliste, je travaille à Polynésie Première et en fait l'année dernière j'avais un film qui avait été sélectionné hors compétition qui s'appelle Sana, le cristal qui consume et qui suivait le parcours de 3 jeunes toxicomanes pour tenter de se sevrer de l'ice qui est un fléau en Polynésie. Hello? Oh. Bonjour, ça commence bien. Voilà, donc moi je m'appelle Olivier Paulet, je suis réalisateur de documentaire, ça fait un peu plus de 10-12 ans en fait que j'ai réalisé plusieurs films en Papouasie-Nouvelle-Guinée, parce que j'ai habité pendant plus de 8 ans en Australie, et j'ai commencé avec, en fait, à rentrer dans le documentaire par le journalisme au départ, et je me suis toujours intéressé en fait à des sujets d'impact, un peu des sujets sur l'exploitation des ressources naturelles, la relation à la terre, l'accaparement des terres en Papouasie, etc. Et avec une déclinaison de films, donc il y avait un film qui s'appelait Canning Paradise, qui avait été montré en 2013, ici au FIFO, et dernièrement c'était le film Ophir, en fait, en 2020, voilà, sur l'histoire de l'île de Bougainville, l'histoire coloniale de l'île de Bougainville. Ouais. Donc, oui, à moi. Donc là, je voudrais, en introduction, je voudrais dire que en fait, le documentaire d'aujourd'hui, et en général, il offre une expérience cinématographique qui est essentielle, hein, à la compréhension du monde et des problématiques qui se posent à nous. Mais
j'ai l'impression que ces derniers temps, ça ne suffit plus. Que ça ne suffit plus. Le documentaire, c'est devenu un outil incontournable pour organiser la riposte quelque part. L'information ne suffit plus. Et je voudrais commencer par toi, Brian, puis je voudrais parler du film que tu avais fait il y a une dizaine d'années, un peu plus même déjà, je crois. C'était There Was Once Upon a Island. C'était sur la montée des eaux dans le Pacifique. À cette époque, je me rends compte que le film, il était assez précurseur, il était assez choquant parce qu'on ne parlait pas assez des problématiques qui se posaient dans le Pacifique, de la migration des populations qui perdaient leurs îles. Et peut-être vous pouvez parler juste de manière un peu succincte du film, mais aussi dire ce qu'il en est maintenant, si le film a eu un impact sur les populations, si vous pensez qu'il s'est passé quelque chose, non, dans les consciences. Okay, so this film, Te Whenua e Nofo, There Once Was an Island, I started making in 2006. And I was concerned about the idea of climate change and what it means for Pacific communities in particular. And you know, it's next to Bougainville, this island. But interestingly, at the time, I was told, oh, there's some other films about that being made. They were probably like science films, you know, and it was like my first big feature film, and no one gave me, well, initially I didn't get any money straight away or anything like that, so I was sort of like a little bit on my own. And the island was so remote, everyone thought I was really crazy to go, because there's only like 3 boat trips to the island in a year, and as you all know, around Bougainville, it's a very hard place to work. All of Papua New Guinea, it's hard to organize how to get there, and a lot of difficulty. But for me, those other films that you were talking about, like Inconvenient Truth, was being made while I was wanting to make my film. They are very much, you know, driving home with the statistics and the forecasting of what's to come. And I felt that looking at a small, tiny community on a tiny, tiny little atoll was like a microcosm of a macrocosm. Looking at one very unique community where there's no other community like it anywhere else. This is the only place. And their reality, like they are looking at whether they have to leave their island because of sea level rise. And if they leave their island, there is no other place they can go other than Buka in Bougainville. So it means that they are leaving everything, their land, the culture that is on the land. And so that was so powerful to me. And I wanted to make it as a human story. I wanted to talk about the issue of climate change from the human universal perspective. And one of the first scenes in the film is Sati, and he gets on his vaka, and he's like, oh, sometimes I have to get out of the house, you know, like I get tired of the kids, and I go fishing. And it's just like, yeah, I think we all relate to that idea. So that's kind of the approach. And as to answer your question, initially I thought perhaps I was being quite idealistic, you know, like it's idealistic, you know, you're making a sort of artfelt film, and does it really change the world? You know, maybe I should be an activist and go to Copenhagen or something else, you know. And the more I've reflected over the last 13 years since making the film, the more I felt, no, I'm actually, there's a really important place for this. And initially I kind of thought, I'm just being hopeful. But I've actually seen some more direct changes with the film. Like an example is some people watched the film and wanted to donate money, like lots of, like bigger portions of money, not small portions, you know. And then other people, like climate groups, have taken the film and then used it in different contexts. And then even FIFO has taken the film to other Pacific, you know, islands and screen it. And so I think those are the sort of things where I think, oh, that's more direct. And so I think that all of these
are forms of activism and they all play a role. So yes, I think it has had some impact. And for the community, I think I should not forget to speak for the community, because for them, that they know that that story has gone out to the world, and that's empowering for them. And we brought the film back so that they could see it, and you know, they were very much the ones who wanted the film to be made. So I think for them to know that their voice is there as well is empowering, because there's so few media and contact that they have. Yeah. Oui, ben je voulais en venir là, on tombe dans ce qui est vraiment important dans le documentaire. Hein. Ce qui est vraiment important dans le documentaire, parce que en fait, à cette époque, on parlait déjà beaucoup en termes de statistiques de ce qui allait se passer. Tout le monde n'est pas vraiment touché parce que c'est des chiffres, et derrière des chiffres, on voit plus tellement les hommes, on voit plus rien. Il y a trop d'informations. Et quand on s'attache à des personnalités comme ça, quand on rentre dans une petite famille, dans l'intimité des personnages, on est tout de suite touché. Et c'est vrai que l'impact, il est beaucoup plus important, quoi. On a beaucoup plus facilement une relation émotionnelle avec des idées même qui sont noires quand on sait à qui on s'adresse et ce qui risque de se passer. Je voudrais maintenant parler à Olivier. Olivier, donc, tu avais produit à peu près à la même époque, je crois, un film qui était Canning Paradise, qui finalement n'était pas très loin. Tu peux nous parler un petit peu du film et puis de savoir s'il y a eu des conséquences après ce film, qui avait fait quand même beaucoup de bruit à l'époque, je me rappelle. Ouais, et alors ce qui est assez amusant, c'est que je viens de me rendre compte en entendant Briard que mon film Ophir, il est connecté aux communautés de son film, en fait, il y a plus de 10 ans, mais bon, on en parlera plus tard. Mais moi, avec Canning Paradise, ça rejoint exactement ce que tu viens de dire. J'avais fait des études de journalisme et j'avais vraiment envie de montrer, en fait. Je me suis dit, on peut écrire des papiers, on peut dénoncer, on peut écrire tout ce qu'on veut, mais ressentir quelque chose. J'avais l'impression à l'époque qu'on pouvait changer le monde vraiment, qu'on pouvait, que c'était possible, et je le crois encore un peu, mais enfin, parfois on doute, hein, parce que le monde est compliqué, que les choses sont difficiles de changer. Mais moi à la base c'était ça, c'était montrer, pouvoir rentrer en fait, avoir une porte d'entrée avec des communautés qui, dans le cas de Canning Paradise, c'était des communautés dans le nord de la Papouasie, qui avaient d'énormes problèmes autour de l'accès à leurs propres ressources était complètement détruite, avec tous les tonniers en fait qui venaient, des gros bateaux industriels qui venaient des Philippines, puisque dans les mers des Philippines il n'y a plus de poissons, donc ils se déplaçaient, et les derniers stocks sains entre guillemets, ils se trouvent dans le Pacifique, et donc ils déplaçaient en fait toutes les conserveries qu'il y avait aux Philippines, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et on redémarrait de nouveau jusqu'à le nouveau déplacement, etc. C'est un peu la fuite en avant en fait du monde dans lequel on est. Et moi ça m'interpellait à l'époque, en sortant d'école, j'avais envie j'étais curieux, je me disais on parle de développement, mais est-ce que le développement peut pas aussi être un régressement quelque part en fait, avec un appauvrissement des populations, et comme je comprenais pas, j'ai décidé d'y aller en fait, et c'est ça en fait la matrice au départ qui m'a fait aller vers ce type d'histoire. C'était d'essayer de comprendre ces paradoxes-là et de les montrer. Et ensuite, au niveau de l'impact, après l'impact c'est compliqué parce que maintenant on parle énormément d'un impact voulu en amont pour énormément de films. On se dit il faut que l'impact, faut avoir une stratégie d'impact. Donc avoir une stratégie d'impact, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir aussi des solutions par rapport à ce qu'on montre. Et parfois, c'est pas forcément le rôle du réalisateur, quoi. Enfin, c'est compliqué. Nous on fait des films et derrière, il faut que la population puisse s'en emparer, en fait, et pouvoir aussi, parce que sinon, je veux dire, je peux dénoncer quelque chose si jamais le public, en fait, ne prend pas en main les problématiques qu'il y a dans le film. Ben, pour moi, ça sert à rien, parce que je crie tout seul dans mon coin. Et voilà. Et avec Canning Paradise, c'est assez fou. Parce que c'est un film qui continue en fait d'avoir un impact, et ça n'a rien à voir avec moi. C'est-à-dire c'est un film qui circule en fait de manière même informelle. Enfin, il est sur YouTube gratuitement, mais en Papouasie-Nouvelle-Guinée par exemple, il y a d'autres endroits où ils proposaient des canneries, l'ouverture de nouvelles conserveries, etc.
Et ils disaient ah c'est quand même bien, on va pouvoir avoir de l'emploi, etc. Avec exactement tous les discours politiques qu'il y a derrière, en se disant ah ben il faut ramener de l'argent dans ces communautés qui sont complètement pauvres, etc. Alors qu'en fait toutes les dynamiques qu'il y a derrière, c'est des dynamiques de pauvreté extrême, quoi, où on perd sa terre, on perd sa mère, et on se retrouve esclave d'une entreprise multinationale qui nous traite un peu, enfin pas très bien, ça se passe pas très bien de manière générale. Mais en fait, ça, je le maîtrisais pas, et donc ce film, il a été approprié, il a continué à circuler, il continue encore aujourd'hui, et on m'envoie parfois des emails en me disant ah ben on a réussi à arrêter en fait la nouvelle conserverie à Bougainville, alors que j'ai strictement rien à voir avec ça. Donc parfois c'est ça qui et ça redonne l'espoir en fait ouais, ça fait du bien de savoir ça. Donc on voit qu'après quelques années, le film était utile. Hein. En tout cas, ce qui est bien évident, c'est que maintenant la caméra, c'est devenu pratiquement une arme de guerre. Hein. Pour résister, c'est absolument impossible de passer au-delà de la caméra. Tout le monde utilise la caméra pour dénoncer, pour changer, pour tenter de changer le monde aujourd'hui. Hein. Résister, c'est créer quelque chose. Hein. Et il y a quelque chose, et là je voudrais m'adresser à Dia. J'ai vu votre film ce matin, et la première chose qui m'a choqué, je crois que c'est dans les premières 5 minutes, on voit, c'est d'une violence extrême, où il y a des policiers qui frappent un enfant, et ils lui disent arrête de résister. Et donc, est-ce que c'est pas un bon slogan ça pour le documentaire, continuer de résister, non? That is right. We do open with the death in Long Bay prison of an inmate by the name of David Dungay. And I think over the space of several minutes, his words were, I can't breathe, I can't breathe, I can't breathe. And he tells that over and over and over. And we use that at the start of the film for obvious reasons. But, you know, a big part of the question of why we made Incarceration Nation was, I mean, the tragic death of George Floyd taught us some interesting things in Australia, that we had a big population would prepare to go out and march and walk and hit the streets around the tragic death of George Floyd. Yet in their own backyard, in Australia, this had happened over 470 deaths in the last 30 years. Yet the only people who were prepared to get out and get on the streets are those same warriors who would turn up each Australia Day and march and protest and stand in the front line to the police and up to the parliaments and up to the news outlets. And we just thought it was just, as hard as it was, coming back to your point, I think it was really a great point about the idea that the narrative in Australia is very much about numbers, and it's about data, and it's about reports. I believe Australia is a great country for writing reports, and not a great country of action. We've got a lot of language, we've got a lot of communication people, but not a lot of people on the ground doing the work and doing the hard action. And I think for me that was a big driver around Incarceration Nation, was firstly drawing the parallels to what was happening around the world, the zeitgeist of the conversation around Black Lives Matter and the movement around that. But it was also pointing a finger at the Australian government, from whichever side of Parliament, and their lack of urgency in this topic. And you could go to the local library, parliamentary library, and you could stack up reports on deaths in custody or incarceration rates of Aboriginal people and the reasons around that. Yet the urgency or the attitude to change that is just not there. And for me, I sat down early on and said to my producer and our team, I said, I don't want to make another film that just feels like another one of these reports. And we all agreed about that. We knew we couldn't do that because we'd just be put on the shelf beside them. And we knew straight away we needed to find those stories that would bring those numbers to life and shock, wake up. It's like the sleeping, and most of Australia don't care. Honestly, they don't care. If it's not their problem, it's not my problem. I don't care. And we need, in a way that would respectfully
bring in our Aboriginal population and our brothers and sisters in on that journey to say we're going to go through a grueling moment here together to show the rest of Australia what we live every day and what we come across every day. And it was really evident that once we reached out to the families of the people who feature in our film, and all that footage that we feature where there's police foot cameras and CCTV and all that, we spoke to every family in that film who we feature, who shows on our... If they're in there for one frame, we'll speak to that family and listen to our producers spent hours and hours listening to their story and understanding who that person was, because it was really important and it really mattered, and they'd never been asked that before. And I think that was a really important part of our production, was that they'd never been asked it. You could go onto YouTube or you could go onto Facebook and you could find... You could all go on there and find many of these clips if you looked hard. But the truth of the situation was these families had never been asked to be have that put on the internet, but also never been actually spoken to about what had happened. So the willingness and the just the heart to, and the idea, the attitude that we can't let this happen again. And we've had enough. It's in our family. We don't want our neighbours or our cousins or our people down the road, our friends. This can't happen anymore. And that was very much the motivation. And for us, that really was the big driver around why we made it, and the change that we saw both at a, hopefully, and we don't know that yet, at a parliamentary and policy level and a policing level, but very much at a local level where we hope that people will begin to look in their own neighbourhoods and see what the need is and understand the way that the society works and what has got us to where we are and where are the rumblings and how can we take care of our, I guess particularly young people, but all generations, but particularly the young people who feel discontent and who are burning the village down. How do we take care of those people? And very much that's how... It was a big topic, and we tried to bring it and condense it and deliver it in a way that someone who knew nothing about it would be shocked and rocked, but they'd be there to the end, and that's what I hope would be the case. En tout cas, bravo, parce que... Oui, en tout cas, bravo, parce que moi, j'ai vu beaucoup de films, je connaissais un petit peu la dureté du système carcéral australien. J'ai vu beaucoup de films autour du sujet, mais j'ai été complètement bouleversé ce matin, parce que là, on ressort déjà, ça s'adresse à des enfants. Je trouve que c'est inacceptable que l'Australie ne soit pas condamnée par une cour internationale, parce que cette situation, ça ne peut pas continuer, c'est pas normal. Et moi, je ne l'avais pas vécu avec autant d'intensité avec tous les films que j'avais vus. Et justement, parce que les personnages sont aussi à l'écran, qui le regardent, et on sait que c'est des humains qui sont derrière. C'est vraiment là, c'est des humains. Yeah. I think Australia's, particularly in its treatment of Aboriginal and Torres Strait Islander people, is at a really interesting crossroad where truth and truth-telling is becoming very much a thing where we're going to have to step into and have some very, very frank and honest conversations. And as a filmmaker with an opportunity to tell part of this story, I didn't want to do that half-hearted. I wanted to try and do that in a way where it shows that, and it wasn't me doing that, it was the families of people who were killed or affected or died. It was the families who were actually leading the strength and honesty and integrity to come forward and lay it all up in a true sense of truth, so that the country can have a really real and true conversation about that big backstory which I talk about in the film, and how we got to where we are today, and what comes out of that, and what are the consequences of that, and how as a nation somehow we can take stock of that and then move some form out of that. Donc j'avais envie de... Enfin,
à la sortie du film, hein, je me disais que le documentaire, il est d'audace, hein, parce qu'il est indissociable de l'audace, et que peut-être son rôle, c'est aussi de distribuer des contraventions, quelque part, hein, à la police. Et en tout cas, merci pour le film. Non, je vais passer maintenant à Lucille. Lucille, hein, c'est bien ça, oui. Dans Lucille, pour Sana, le cristal qui consume. Là, on est aussi dans un sujet d'investigation, mais un sujet de société. Il y a eu des bouleversements extrêmement rapides qui se sont passés aussi à Tahiti. Et là aussi, les chiffres sont hallucinants. Bien qu'on s'attache à des personnages, hein, qu'on rentre tout de suite dans le film, le film de la consommation sur Tahiti a progressé d'une manière incroyable. Moi qui viens souvent de Tahiti depuis une dizaine d'années, très souvent, nous on passe à côté de tout ça, hein, on est là entre nous quelque part, mais on ne sait pas à quel point la société peut être violente à côté. Et donc, vous pouvez nous parler un petit peu de votre film. Et je voudrais savoir, il est évident que le film a eu un impact sur les protagonistes. Et je voudrais savoir si vous avez pris les protagonistes parce qu'ils avaient déjà ils avaient déjà fait leur reconversion, ou si le film a été important pour eux pour leur reconversion. Mais parlez un petit peu du film d'abord pour que le public sache exactement de quoi on parle, puisque le film était projeté au FIFO l'année dernière et pas cette année. Oui, c'était l'année dernière hors compétition, donc. Pendant un an, avec Patita Savea, on a suivi trois personnes qui, dans leur parcours pour essayer de se sevrer de l'ICE, donc c'est forcément 3 parcours différents, 3 histoires différentes. Et moi, mon métier, c'est journaliste, un petit peu comme ce que tu disais tout à l'heure. C'est vrai que c'est un métier qu'on choisit un peu par vocation, et un peu naïvement, c'était devenir journaliste pour porter la voix de ceux qu'on n'entend pas. Et même si le métier de réalisatrice ou réalisateur est différent dans le temps, dans la narration, finalement, il me semble que l'objectif, il reste le même, c'est de porter cette voix-là. Après, je pense qu'il faut savoir rester humble aussi dans ce rôle qu'on a. C'est que nous, on n'a pas le pouvoir de changer les choses, mais si on plante une petite graine, si on met la lumière sur quelque chose, et on a fait le job. Et après, il faut savoir accepter que ça ne nous appartient plus. Mais quelque part, c'est bien aussi de se sentir utile, parce que sinon... qui va parler des peuples opprimés, qui va parler des minorités, qui va parler des toxicomanes. Donc c'est notre rôle à nous, mais après, voilà, c'est accepter que ça ne nous appartient plus. Donc oui, l'ICE à Tahiti, c'était pas un phénomène nouveau, ça fait 20 ans que maintenant il est bien installé. Aujourd'hui, les chiffres de la justice, ils estiment qu'il y a 18 000 personnes qui consomment de l'ICE en Polynésie. Rapporté à la population globale, c'est juste énorme. Il n'y a aucun autre pays dans le monde où on consomme autant d'ICE, autant de méthamphétamine. C'est aussi une drogue qui coûte extrêmement cher, puisque en ce moment on est à peu près à 300 000 francs le gramme, alors que là où elle est achetée, donc soit au Mexique, soit aux États-Unis, ça s'achète 10 $ le gramme. Donc je pense aussi que c'est le pays au monde où elle est vendue le plus cher. Ailleurs, c'est vraiment la drogue du pauvre. Donc en fait, ici, même si on n'est pas toxicomane, la pirouette financière, si je puis dire, est tellement énorme qu'il y en a qui n'hésitent pas à sauter le pas, parce qu'en fait, il n'y aura jamais un autre business aussi lucratif. Donc en fait, le malheur des uns crée l'opportunité des autres. Ensuite, même si on a une super bonne situation professionnelle, à 300 000 francs le gramme, c'est juste impossible de pouvoir payer sa consommation personnelle. Donc en fait, forcément, ça mène à la délinquance, et forcément, ça mène à la violence. C'est une drogue qui est très addictive, qui mène à plein de troubles paranoïaques, etc. Donc ça crée des problèmes de santé, de sécurité dans les familles. Mais paradoxalement, il y a un énorme tabou, en fait. On n'en parle pas. Et pourtant, c'est là depuis 20 ans. Et il n'y a pas un Polynésien ou une Polynésienne qui ne connaît pas quelqu'un qui consomme de l'ICE. Tout le monde a un cousin, une tati qui a fait la mule ou qui a fait de la prison parce qu'il a consommé ou qu'il a trafiqué. Donc, paradoxalement, il y avait ce tabou-là. Après, ta question sur les 3 personnages...
En fait, j'aime bien dire que c'est eux qui ont construit le film parce qu'on s'est rencontrés, on était partis pour un format court et c'était leur volonté. C'est très courageux, je le redis à chaque fois, c'est très courageux de leur part de témoigner à visage découvert. Enfin, sur les 3, il y en a un seulement qui témoigne de façon anonyme, mais c'est très courageux de témoigner sur une petite île d'un sujet aussi tabou. Et en fait, tous les 3, ils ont dit nous, on témoigne dans l'objectif que notre message il porte ses fruits et que ça résonne. Et si on arrive à toucher 1 ou 2 personnes, pour eux, c'est gagné. Donc oui, c'est ces 3 personnages-là qui ont construit le film parce qu'on était parti sur un format plus court, en fait, pour tout vous dire. Et en fait, leur parcours est tellement compliqué. C'est une drogue qui est tellement addictive, c'est compliqué. Et ça méritait de les suivre sur le long terme, en fait. Et de leur donner plus de paroles, de les laisser davantage s'exprimer. Et donc, c'est comme ça qu'on est arrivé à 52 minutes. Mais voilà, j'aime bien dire que finalement, c'est eux qui ont construit ce film-là. Après, oui, il a eu de l'impact parce qu'au moment où il a été sélectionné au FIFO, ça a permis d'en parler. Ça a permis de s'interroger sur le fléau de cette drogue-là. Il y a une projection d'impact après le FIFO. Donc c'est le comité du FIFO qui a organisé ça en marge du festival avec les autorités de l'État, du pays, des associations, les représentants de la santé. Donc l'objectif, c'était effectivement projeter le film et après s'interroger collectivement. Voilà, nous on a les clés, on travaille à la santé, on travaille à la prévention, on travaille à la justice. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc là on est 1 an plus tard et il ne s'est rien passé. Voilà. Oui, il y a un projet de rehab, un centre d'hospitalisation en fait de sevrage, ce qui existe dans tous les grands pays. Pour le moment, on n'a toujours pas posé la première pierre. Et là, si on est à 18 000 consommateurs, c'est-à-dire que même si on prévoit 20 lits, on va mettre combien de temps à soigner tous ces gens-là? Enfin, voilà. Je reste persuadée qu'on est complètement déconnecté de la réalité et que là, de toute façon, le train est passé. Je suis un peu pessimiste. Mais maintenant, on peut plus rattraper tout ça, c'est trop tard. Mais le film a quand même été intégré dans une mallette pédagogique de la direction de l'éducation. Donc, depuis la rentrée de août 2022, il tourne dans les établissements scolaires. Et il a aussi intégré des ateliers de prévention dans les 2 centres de détention. Donc j'imagine que ça permet d'en parler et de faire de la prévention. C'est déjà super. Après, voilà, comme je disais tout à l'heure, les actions, les politiques et les pouvoirs publics, c'est quelque chose qui nous échappe. Donc nous, on sème la graine et après, malheureusement, c'est accepter que ça n'est plus de notre ressort. Mais concernant l'addiction à l'ice, il ne s'est rien passé depuis. J'ai envie de souligner que le cinéma, le documentaire, il s'attache au réel. Et ce qui est quand même important, comme tu le soulignes là, c'est que c'est les protagonistes qui font le film. Parce que la différence qu'il peut y avoir entre la fiction, le reportage et aussi le documentaire, c'est que le film, il se fait au montage. Il se fait au montage aussi avec une matière que l'on a découvert au fur et à mesure et tout ça, tout simplement parce qu'on va vers le réel. Et donc c'est important que aussi dans l'investigation, qu'on n'écrive pas le film avant d'avoir rencontré les protagonistes et que le sujet ne prenne pas trop de place. Je voudrais m'adresser à Braillard pour le film, parce que tu as un film aussi en compétition. Tout à l'heure, on a parlé d'un film qui il y avait une dizaine d'années que j'ai vu ce matin. Et donc, c'est Dame Valérie Adams. Et tu as rajouté après More Than Gold. Mais qu'est-ce que ça veut dire, More Than Gold? De quel hors-champ tu parles? Oh, that's a nice question. Well, it really means a lot of different things. It's about what's really important, you know. Is it just the end result, the gold medal at the end, or is it the whole process? Is it to do with the way you get there? Is it to do with your community? And in this film with Dame Valerie, there was a moment at the Olympics because you know, as you know, there were no spectators allowed at the Olympics, and so I couldn't even go there. So I'm watching in New Zealand from on a TV, and she said, you know,
she took her medal, her bronze medal, and she held it up in front of the television. She said, "This medal means more than all of my other medals combined." And when she said that, I knew I had my film, our film, because it was like, that was the theme. It was about the journey as a mother, overcoming so many different struggles to get to this particular Tokyo Olympics, her final Olympics. She had a near-death experience in that process, and she had her 2 children that she was struggling with many things to do with them, and all of those things combined demonstrated for herself, and also she wanted to demonstrate to her community that you can be a sportswoman, you can also be a mother. You can, you know, if you have the support around you, it's possible. And so so it was really hard to find a title, but it was from that line from Valerie that I got there. Yeah. Et c'est une parole que j'ai beaucoup aimée. Oui. Donc, je voudrais revenir à Olivier, ou alors tu voulais rajouter quelque chose? Hang on. Sorry, repeat. I just didn't hear what No, you said. Oh, yeah. About the film? Yeah. Yeah. Okay. So, well, we're talking about the impact of, you know, films, and it was just whenever everybody, well, our filmmakers here are talking about it, I wanted just to add that we're talking a lot about, you know, did we see any impact, you know, with, you know, legislation around ICE and the struggles in the justice system and tuna, and it can be very overwhelming, all those things. But I think there's the impact on the person in the film too, and sometimes this can be not a positive experience, and sometimes it can be a very positive experience. And just, you know, there is something so powerful knowing that you're being heard, and even just when you mentioned that your characters, it was as brave for them to speak out, then other people see the film and they go, maybe I can speak out, and you never know about that experience. But in the last 2 films that I've made, this whole journey with Dame Valerie, sitting there for long periods of time, it was like almost, you know, I felt like it was like, you know, we were like it was a huge process for her to have to relay all these moments of her life and to go to those places. But it was also very empowering for her to be able to know that she could say those things, and for people to really understand what she's been through, because she said, oh, so many people do not understand it. And so for her, that's something that she takes away. And then in this other film that I made about the woman of Greenham Common who protested around a nuclear base in the UK against the nuclear weapons, so many people never knew their stories. And at the time when they were protesting for over 10 years, like they were sort of demonized and like laughed at and made fun of in the press. And so here they were, and they were like the superstars finally, and they were getting their acknowledgement. And with the one woman who relayed a very traumatic experience about being beat up by police officers, it was really hard for her to talk about that, but it was therapeutic. It was actually, she came at the end and said, this has been healing for me. As much as it was hard, it's like that thing of the closure of being able to say it and have it recorded in a space that's slightly different from the news, slightly different from an autobiography or writing a memoir. It's a different medium, and it has a very immediate tactile quality to it. And I know that it happened to me because I have a son who has ADHD, and I struggle a lot feeling like people don't understand what that feels like to go through those challenges. And then I saw a film on television about parents struggling and their children with ADHD, and I didn't even, the film, it wasn't the most amazing film for me to see, but
seeing that story represented, it was like on the Facebook pages, everyone was talking and crying, and because they felt hurt. And I'm sure you can add to that with your film that's come out. It must have caused a national conversation, I imagine. It did, and I mean, that's fundamentally, students say, how do you become a director? And I was like, at the end of the day, I tell the students, just get out of the way of the story. Move out of the way and let the people tell their story. And as you say, the empowering effect that it had on our communities across Australia and the conversations that played out were immediate and instant all through the socials and whatnot. And there was criticism as well, and that comes with the territory, and that's fine. But yes, it was empowering, and then just I think particularly David's mum, who features in the start of the film we were talking about, for her to have that moment to recount his life, tell his story, talk to that moment, and describe how she felt. I mean, she walked away. Clearly, she was upset, but you could see she was empowered by it, and that was the power of that moment. And we had everyone who came through our film at those different points had that same reaction. It was hard. They knew they had to step into the coals and the hot sand, but they knew that the cool ocean was there, and there was going to be some reprieve about telling your own story, and it was so true. Oui, donc là, on se rend bien compte que le spectre d'impact du documentaire, il est extrêmement large. Hein. Il va de la thérapie individuelle, puisque les gens qui sont les protagonistes, souvent de s'exprimer, ils se soignent quelque part, et puis le fait que leur histoire est diffusée, ça fait du bien à tout le monde. Hein. Donc là, je voudrais m'adresser à Olivier. Donc, il y a un film qui est très important, hein, qui a fait aussi beaucoup de bruit quelque part. C'est ton film Ophir, qui a eu un succès international incroyable, hein, qui était tout à fait mérité, parce que c'est vraiment un film exceptionnel, un travail remarquable sur une longue période. Et là aussi, l'impact, il est extrêmement important, puisqu'on touche tous les niveaux de la personnalité à la société, à l'international. Et tu peux parler un petit peu du film, ou même plus si tu veux, et aussi de parler de l'impact du film. Comment tu sens, quel impact il a eu dans les consciences, que ce soit dans les communautés, puisque j'ai l'impression que les communautés, ils avaient vraiment besoin de parler. Il y a des séquences dans ce film absolument extraordinaires, hein, assez rares dans le documentaire. Hein. Là, on est l'interview directe. Il y a les gens, ils s'approprient la caméra. On sent que toi, tu disparais, si c'est toi qui es derrière la caméra, je ne sais pas à ce moment-là, mais c'est formidable, quoi. C'est très intéressant ça, parce que nous, la manière dont on a abordé Ophir, donc Ophir, ça raconte l'histoire de l'île de Bougainville, donc il y a eu une guerre civile dans les années 80, 20 000 morts, donc 10% de la population qui ont disparu, et il n'y a pratiquement pas de films. Les seuls films qui ont été faits, c'est des films qui ont été faits dans les années, la fin des années 90, pendant la guerre, il y avait j'en connais deux réalisateurs qui ont été très courageux, mais ils ont fait des films de guerre, en fait. Et alors qu'il y a l'après-guerre, et qui mène peut-être même à l'indépendance, en fait, de cette île, puisqu'ils ont voté à 98% pour l'indépendance, mais avec des traumatismes et des blessures énormes, et qui, malheureusement, ne sont pas documentés, et voilà. Et moi, l'histoire d'Ophir, en fait, c'est des communautés elles-mêmes qui avaient vu ce que j'avais fait avant et qui m'ont demandé de travailler avec elles. Okay, et je dis, bon, mais comme c'est une histoire tellement riche, puisque c'est toute l'histoire du colonialisme sur les dernières 200 ans, mais également une histoire de guerre, etc., on a vraiment mis énormément de temps. Avant même d'y aller, on a passé, je pense, plus de 2 ans à voyager un peu dans le monde pour lire aller chercher tous les rapports secrets, etc., qui pouvaient exister du côté du gouvernement australien, pour se préparer assez, mais pour nous, en tant que réalisateurs, pour se libérer. Et justement pour aller chercher cette parole, parce qu'on avait le sentiment, on se disait, si on va là-bas et si on commence à avoir une caméra, il faut que ce soit les gens qui puissent sentir cette liberté de s'exprimer. C'est pour ça qu'on y va. Et en fait, on a fait 2 projets en parallèle. On a fait le long métrage, mais on a aussi fait une plateforme éducative qui a, après Ophir, en fait. Ophir, on l'avait montré en 2020 ici, en 2021, pendant le confinement d'ailleurs. J'ai terminé la plateforme. Et la plateforme, c'était... Bon,
on met des années en fait à travailler sur des sujets parfois où quelque part on devient un peu spécialiste parce qu'on va chercher plein de documentation, etc. On a aussi énormément de rush dans les films qui parfois sont des histoires très importantes localement, mais qui pour des questions narratives ne peuvent peut-être pas se retrouver dans un long métrage ou pour des questions, pour diverses raisons, mais c'est des histoires importantes. Et nous en fait on a décidé de faire donc 2 projets. Le projet de la plateforme éducative, maintenant il y a plus de 30 courts-métrages sur cette plateforme, et en donnant accès en fait à toute la documentation secrète pour aller aider en fait le public s'il veut, et il veut vraiment aller en profondeur, eh ben, il peut aller sur cette plateforme. Et la manière dont on l'a fait en fait, c'est tourné de manière complètement ouverte. Il n'y avait pas de questions, pratiquement pas de questions. Et on laissait en fait les gens s'exprimer, c'est absolument pas dirigé. Il y avait une confiance en fait qui était assez installée et un vrai désir de partager. Et c'est là où on rejoint en fait ce qu'il disait il y avait une certaine, on sentait une libération par la parole en disant on veut absolument s'exprimer. Et nous on se baladait en fait de village en village en village en expliquant en amont parce qu'on va pas tourner un jour, tiens, on arrive dans un village, on pose la caméra, allez, qu'est-ce qui se passe ici? C'est pas comme ça que ça se passe. On se présente, on explique qu'on a cette caméra-là, qu'on a envie d'enregistrer des histoires et que peut-être ces histoires peuvent ensuite être partagées et peut-être aider les générations un peu plus jeunes à s'emparer de ces sujets, à se dire, ah ben oui, il faut qu'on parle de ça pour libérer la parole. Et on s'est rendu compte, mais alors, qu'il y avait tellement de monde qui voulait parler. Et on s'est retrouvé du coup avec tellement de contenu, et c'est pour ça qu'on a fait aussi cette plateforme, quoi. Voilà, ça c'était par rapport à le bien-être, enfin pas le bien-être, la volonté de partager en fait ces paroles. Et il y a certains films, même beaucoup de films dans la sélection cette année, où on ressent ça. On ressent ça. Que la parole peut être une libération, et en fait nous on est presque juste des traducteurs en fait créatifs, juste de ça, essayer de respecter ce qu'on nous confie et d'essayer de l'aider, de l'amener à un niveau où ensuite il peut être partagé avec d'autres. Voilà. Désolé, je suis parti un peu dans tous les sens. Non, pas du tout. C'est tout à fait d'actualité. Ce qui est intéressant dans le documentaire d'aujourd'hui, et il est souvent de qualité, quand le réalisateur ne reste pas sur des idées préconçues, sur des préjugés qu'il peut avoir sur la situation et qui ne guide pas le film, que le réalisateur se laisse guider quelque part, et puis qu'il soit aussi sensible à ce qu'il filme et qu'il soit aussi lui transformé, parce qu'à la sortie, le réalisateur, il est différent. Et ce qui est intéressant, juste pour rebondir sur exactement ce que tu dis, c'est que nous, on allait chercher les échos de l'expérience. Parce qu'on se retrouvait en fait avec des centaines d'heures de rush d'une parole, etc. Et on se rend compte, eh bien, qu'au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, c'est la même histoire. Et c'est la même histoire parfois avec des anecdotes un peu différentes, mais c'est la même chose. Et ça, c'était ça qui nous intéressait. Parce que là, on se rend compte qu'avec une parole individuelle, eh ben, on touche un peu à la conscience collective. Et la conscience collective, peut-être que ça peut nous faire parler tous ensemble. Voilà. Juste pour... Non, mais c'était bien. Ben, l'heure est avancée, on est arrivé un petit peu au bout. J'espère juste que la médaille d'or de Madame Adams n'a pas été faite avec l'or de Panguna. J'espère pas. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, vous voulez, avant qu'on donne la parole au public, parce que bon, ben, je ne pense pas que ce sera possible du coup pour les questions du public. Vous n'avez pas le droit de parler. Parce que vous avez bien mordu le temps là. Okay. En tout cas, c'était un moment agréable qu'on a passé. Et vous avez le droit. Par contre, vous avez le droit de rajouter quelque chose. Si le mot de la fin. Ce serait dommage de partir frustré en disant je me suis pas assez bien exprimé ou il me manque quelque chose. Il y a quelque chose à rajouter rapidement, Maria? Well, I just want to commend the filmmakers here. They're all very inspiring, listening to what they've done, especially hearing Olivier. It's just how the responsibility he's had to try and make sure that the film goes a bit further than just making the film and making the resources available. I think it's an interesting quandary for documentary filmmakers because we get so involved in this story and the subject, and then we present the film, and then we know that there's a lot more that we can do too with the material that we have, and then it's like, where do you end the stop? Where do you stop the work? Because there's so much work to get there in the first place, then where does it end? And that's always a tricky thing, but it's so great, and I invite
other people in the audience, if there are other people here who have other platforms and other organizations to encourage you to think of how you can utilize the work we make so that we can keep sharing it together, because it's sort of almost impossible for one person to do all that stuff. That's all I would add. I guess in the new world of streamers, I think it's an interesting time to be a documentary filmmaker, where the lane of fact and the lane of fiction are very much getting close, and sometimes they're crossing over. And I think as documentarians and up-and-coming filmmakers, there's a really interesting conversation that we need to have in our own heads about what lane are we going to be in. Is it okay to get across a little bit of that and a little bit of fiction and a little bit of fact, or are we going to stick to that? And I think there's going to be some big ethical questions that we need to ask ourselves around authenticity and story, and the way that we as a craft and an art form express ourselves in the next sort of period, particularly when the appetite, you've got the big streamers saying, big hungry streamers saying, give us more, which is great on some levels for us, but on some levels the expectation and the art form becomes a bit of a blur and a bit of a melding and a bit of a mesh. I think that's an interesting chapter for us. Non, mais en guise de conclusion, on peut simplement résumer que le documentaire, comme le reportage d'une façon générale, c'est juste un passage de parole, en fait. Et il en faut, mais après, ben, voilà, avoir l'humilité d'accepter que ça s'arrête là. Voilà, non, je n'ai pas grand-chose à rajouter en fait. Juste que c'est formidable de se retrouver ici et de partager, justement. Je crois que le partage, pour moi, les documentaires, c'est des ponts en fait de compréhension. On essaye de bâtir des ponts. Alors parfois, on n'arrive pas trop, mais enfin plus ou moins bien. Mais c'est des ponts pour générer des discussions, du partage, et c'est pour ça qu'on est ici. Et voilà, merci d'être venu aussi. Merci à toi aussi. Oui, ben, je vais pour clôturer, je vais dire qu'on est bien tous conscients ici que pour être conscient, justement, il faut faire ensemble, il faut travailler ensemble, hein, il faut regarder ensemble, hein, il faut faire. Et donc, ne vous séparez pas, continuez à travailler. Et puis moi, ben, je vais vous dire avec beaucoup d'humilité, beaucoup de simplicité, au revoir et maruru.